Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite surprise du vendredi soir où ça parle moto extraordinaire, personne extraordinaire. Et là aujourd'hui c'est la combinaison des deux puisque nous sommes dans une exposition au Salon de Lyon, du 2 roues de Lyon, consacrée à Magny. Magny, c'est à la fois une marque, c'est à la fois une histoire et c'est à la fois un personnage absolument incroyable. Qui est Arturo Magny? Il naît en 1925, il commence des études de mécanicien, etc. Et puis en fait en 1950, il est abordé par un technicien, un génie de la technique en Italie. Il s'appelle Pedro Romor et c'est lui qui est derrière une des motos de course les plus impressionnantes de l'époque. C'est la Gilera, un moteur 4 cylindres en ligne, double arbre à cam. Et ça, à la fin des années 40, au début des années 50, c'est une moto extraordinaire. Il se trouve qu'en Italie, il y a des capitaines d'industrie. Il y a le comte d'Agusta, qui est dans l'armement, les hélicoptères, etc. Et lui veut faire son équipe de GP. Il va donc recruter Romor et Romor va recruter Arturo Magny. Ensemble, ils vont poser les bases d'une machine de course qui sera une des machines les plus titrées de l'histoire des Grands Prix. Romor sera à la technique, Magny sera à la logistique, à la mécanique, à l'organisation du team. Ensemble, ils vont gagner plus de 3000 courses et plus de 70 titres mondiaux. D'ailleurs, on voit bien la patte de Pedro Romor, l'ingénieur, puisque les premiers 3 cylindres MV, celle avec lequel Agostini a gagné toutes ses courses, si vous regardez bien les fonderies de culasse et l'ordonnancement des 2 arbres à cam en tête, on se rend compte qu'il y a une technologie assez proche entre les 4 cylindres de la Gilera 4 et les 3 cylindres avec des moteurs Marcel MV. Pellerin, on est tout de suite dans l'angle des axes de fusion des arbres à cam en bas des culasses. Mais c'est Il ne peut pas s'empêcher de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à eux deux, Romor et Magny vont construire une des plus belles pages de l'histoire de la compétition moto. Évidemment, derrière, il y a Giacomo Agostini, les MV 350, les MV 500. Ce sont des machines qui vont tout déchirer sur leur passage. Elles étaient carrément au-dessus de la concurrence, on va le dire d'un point de vue technique. Elles étaient au-dessus de la concurrence, elles étaient fiables, oui. Surtout. Elles étaient légères. Ouais. Et, tu sais très bien qui a tué ces moteurs-là, c'est l'arrivée des 2 temps. C'est l'arrivée des 2 temps. Mais non, c'est pas une autre histoire parce que justement, ils ont donc collectionné les titres, les victoires, les machins. Et puis, dans les années 70, en GP500, Yamaha commence à débarquer avec une 2 temps qui fonctionne sérieusement bien. Agostini l'essaye et Agostini va quitter MV Agusta pour aller chez Yamaha et continuer une carrière absolument brillante. Là-dessus, MV Agusta se dit bon, Coco, les temps changent, on n'a peut-être plus les moyens d'avoir ce niveau de performance et on va en fait peut-être arrêter. Et c'est la fin du team de compétition MV Agusta en 76. En 77, MV Agusta propose à Magny un job dans la division hélicoptère. Mais Magny, en fait, son truc, c'est la moto et il va monter une officine de préparation, de réparation, d'optimisation des motos qu'il connaît le mieux au monde, qui sont les MV Agusta. Pendant les 2-3 premières années, il va optimiser les MV Agusta, mettre des kits de plus gros cylindrées. On aura des 830, des 860, des 870. Il va retirer les cardans, mettre des chaînes sur les motos de route, les rendre plus faciles, plus agréables. Sauf qu'en fait, en 1980, MV Agusta arrête la production de ces motos. Problème pour Magny, sur quoi il va se mettre à travailler? Eh bien, il va commencer à faire des motos sur base de Honda Boulder et il va faire aussi des choses improbables qui sont les Magny à moteur BMW. On est complètement dans la démarche de gens comme Martin, comme Egli, comme Gaudier-Genoux, comme Bimoda, c'est-à-dire on prend un moteur qui existe et on met un châssis meilleur et on a une moto rarissime. La BMW, il y en a eu 140 de fait, 80 sont partis au Japon, aucune en France, mais on sait où en trouver une. Ça, c'est un peu le secret de fabrication Motomag. Et puis après, Magny change un peu d'échelle et il se met à faire des Moto Guzzi et comme les merdes italiennes en font, c'est ton truc, je te laisse en parler. Alors d'abord, je vais revenir sur la BMW parce que c'est la première moto qu'il a utilisé un twin européen. Alors il faut savoir qu'Arturo Magny, il avait un secret de fabrication. Ces cadres, c'est des cadres tubulaires en acier au chrome molybdène soudés au TIG. Donc ça, c'était une des particularités de Magny. Il faisait que des cadres comme ça et surtout, il faisait ces cadres démontable. C'est-à-dire que si on prend cette BMW, si vous prenez le cadre d'origine d'une BMW, le cadre n'est pas démontable. Si vous voulez sortir le moteur, il faut le lever, le sortir la boîte. Chez Magny, on peut le voir ici, les cadres sont démontables. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour faire la maintenance des motocyclettes. Et en cas de chute, on pouvait changer par exemple un élément du cadre. Donc ça, c'était très important. Ensuite, quand il passe chez Moto Guzzi, parce qu'en fait, il a fait pas mal de Moto Guzzi, Magny, et il a surtout inventé un truc, c'est le... Vous voyez ici, le parallélogramme. Le parallélogramme. Alors, je me mets à genoux parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ça sur mes Guzzi, mais à l'époque, ça valait cher chez Magny. Et en fait, ça a été le premier à se dire, j'ai une transmission par arbre et couple conique.
vous savez que quand vous accélérez, ça gèle la suspension dans un sens et dans l'autre. Donc lui, il a créé le premier parallélogramme sur les motos Guzzi, ce qui fait qu'on avait une moto Guzzi qui, on sentait absolument plus le couple de renversement et le côté figé à l'accélération, à la décélération. C'était montable, évidemment, le cadre est un spécifique Mani, donc toujours au chrome molybdène et sous les TIG. Donc voilà, il a commencé à faire à la base avec les moteurs 1000 Le Mans. Voilà pour les particularités des Guzzi Mani. Pour le reste, au niveau moteur, c'était des moteurs d'origine. Est-ce que je peux te poser une question, Marcel? En fait, comme Bimota, comme en fait beaucoup de marques italiennes, les Ducati spéciales, les Bimota, plein de choses comme ça, il y avait un marché qui était absolument fasciné, qui était en Océanie, c'est-à-dire que les Australiens, les Japonais, tous ces pays-là, les Néo-Zélandais, en fait, adoraient les productions européennes et notamment italiennes et les considéraient comme le must de la moto par rapport aux Japonaises qu'ils avaient en grande quantité chez eux. Est-ce qu'il y a eu des séries spéciales Magni destinées à ces pays-là? Alors effectivement, si on revient... Pas trop sur ces modèles-là. Oui, mais sur d'autres... Alors, sur un modèle spécifique qui s'appelait la Mani Australia, d'ailleurs. Alors, c'est vraiment une vraie évolution parce que ça reste une base de Guzzi, mais on n'est plus du tout sur le cadre et le moteur culbuté des Guzzi. On passe sur tout autre chose, un cadre complètement novateur et surtout le moteur, le 1000 à Arbracam en tête, qui est apparu sur les Guzzi Daytona, Daytona Dr. John. Et donc, il a fait une série spéciale qui s'appelait la Mani Australia, qui était plutôt une moto de course. Et là, on voit qu'on évolue quand même énormément. Vous voyez, au niveau du look, déjà, au niveau du châssis, on a une suspension cantilever, donc fini les doubles amortisseurs classiques. Et on a le moteur Daytona, donc moteur qui d'origine sortait une centaine de chevaux. Donc voilà, il y a eu des modèles de route et il y a eu des modèles de compétition. En fait, justement, tu as les motos de course, mais il y a aussi, comme tu viens de dire, des motos de route. Et la richesse de ce stand au Salon de Lyon, c'est qu'on a 3 motos de route qui étaient destinées à ces marchés japonais et australiens. Elles sont là-bas. Allons les voir. Voilà, je vous ai montré brièvement la Daytona version Racing. Voici la Australia, pardon. Voici la Guzzi Australia version Stradale, comme on dit en Italie. Alors, on reconnaît tout de suite le moteur boîte des Guzzi Daytona du début des années 90. Ensuite, il a même le contour. On voit que c'est encore du Guzzi. Et puis après, il y a tout ce châssis. Alors ça, c'est plus du tout un châssis à double berceau en chrome molybdène. Là, on a une poutre centrale. Voilà, avec une poutre latérale qui vient supporter la boîte de vitesse et le moteur est accroché au niveau de son carter avant. Donc voilà, alors ça, il faut savoir que ça valait un bras. Hein. Une Guzzi Australia, non, je crois. Un bras, une couille, ça valait une fortune. Ça se vendait pas en France, ça se vendait effectivement dans les pays anglo-saxons, dans les pays d'Océanie. Voilà, donc ça, c'est la première. Ensuite, il y a ce modèle-là. Ça, mon cher Axel, j'aime beaucoup parce que c'est la Japonais 52, donc moto faite pour le marché japonais, 52 exemplaires. Et ils étaient vraiment friands de ça. Tu noteras le tête de fourche taillé, gravé dans la masse, etc. Et puis ce moteur Guzzi que tu affectionnes tant. Ouais, alors là, on n'est plus du tout sur le moteur Daytona. Oui. On est sur une base de 1100 Sport. Oui. Alors, je sais pas si les gens se rappellent des motos Guzzi 1100 Sport. C'était des plombs. Et là, c'est vachement fin. Voilà. C'est vachement fin. Donc, c'est la dernière évolution du bicylindre de soupape culbuté qui était en 1100, qui sortait à peu près 90 chevaux. On est sur une injection. Et on a encore l'ancienne boîte de vitesse, la boîte 5 classique, et toujours le parallélogrammo Guzzi et la suspension cantilever. Voilà. Et puisqu'on parle du Japon, Axel, il y a une moto réservée au marché japonais qui était friande de 400 cm3 pour des questions législatives qu'on connaît bien. C'est la Sfida. Non, c'est pas un nanar. J'adore la Sfida 400. Mais ça doit sortir quoi? Ça doit sortir 24 chevaux, ça. Alors, il faut savoir que chez Mani, la Sfida, c'était un modèle de Guzzi 1000. C'est-à-dire look rétro avec le moteur de soupape culbuté, donc c'était la Sfida 1000. Pour le marché japonais qui avait des spécificités au niveau réglementation, il a fait la Sfida 400. Alors, la Sfida 400, c'est quoi? Le moteur, c'est le moteur qu'on retrouvait sur les petites Guzzi. Les V35 Nevada, les V35 TT, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est un moteur qui devait sortir bien énervé, une trentaine de chevaux. 33, 35, voilà. 35 chevaux. Mais bien énervé. Donc voilà, on retrouve d'ailleurs le tableau de bord de ces séries-là. Donc ça, c'est plus joli qu'efficace, on va pas se mentir. Non mais c'est un petit bonbon, ça c'est une friandise. Voilà, c'est un petit bonbon, mais bon, ça pèse son poids, bien évidemment. Mon cher Axel, après, figure-toi qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont le même problème que Getzi Bryan, que tous les gens qui optimisent des Guzzi, c'est qu'en fait, face à l'arrivée des motos japonaises performantes, mettre des Guzzi, même bien préparés, c'est quand même des motos un peu vieilles, lourdes, pas si puissantes que ça. Et donc en fait, Magni rattrape un peu
le sens de l'histoire et prend cette machine, Fred, qui est là. Ouais. Mais le problème, alors toi tu la trouves superbe, moi je trouve que c'est une horreur. Bah, Comme quoi, on n'est pas tout à fait d'accord. Le problème, en fait, c'est que c'est une base de Suzuki Inazuma. L'Inazuma, c'est une bandit à pas cher avec un design un peu tarte, une finition très Suzuki en plastique. Il n'y a aucune noblesse dans le moteur, même si le moteur est costaud et puissant. Et mettre l'alliance entre une Inazuma qui est une moto un peu cheap, c'est presque un utilitaire, et puis on transformer ça en Magni. Alors, moi, j'ai pas adhéré, quoi. Alors moi, j'adhère, pourquoi Parce que t'adores les nanars, mais parce que t'aimes bien la contradiction. La seule chose qui est de l'Inazuma, c'est le moteur et le bras oscillant. Bah oui, alors, le cadre, on reste sur un Magni au chrome molybdène, donc plus léger, plus résistant, toujours démontable. Et on a surtout cette inspiration qu'on appelait à l'époque le réservoir crapaud, parce que Fred va vous le montrer de l'extérieur. Donc on garde le look de la 750. Tu sais pourquoi t'as tort? Attends, je vais te dire pourquoi t'as tort, Marcel. Mais après, c'est un moteur japonais, c'est sûr. Mais regarde, il a un look rétro. Et je me dis, mieux vaut ça que rien du tout. T'as un coup de pied au cul. Voilà. Donc moi, le fait qu'il y ait un moteur d'Inazuma ou de Bandit 1200 et le bras oscillant, il y a aussi le tableau de bord. Bah justement, j'allais te le dire, t'as le tableau de bord de la Suzuki, tu as les commodos de la Suzuki, et ça, mec, c'est quand même... C'est cheap, quoi. Mais t'as un cadre Mani, t'as une fourche Forcella Italia, je pense. A priori, ça devait être ça, T'as des freins Brembo. Et t'as un look. Elle me plaît. Voilà. Elle te plaît. C'est vrai que t'as les jantes Suzuki, les amortisseurs Suzuki. Oui, tu vois, je trouve qu'il y a une part de c'est inachevé. Il y a une idée. C'est vrai. Mais ça va pas au bout du concept. Et Magni, qui était un mec brillantissime, il s'est fait défoncer par la presse. Il en a vendu. Pas tant que ça. Mais Magni qui s'est fait. 12, oui, c'est ça. Non, mais si tu veux, c'est quelqu'un qui avait un sens de la précision. Quand tu prépares les motos d'Ago, t'es quand même au top de la forme. Quand tu fais des motos avec des cadres comme ça, comme l'expliquait Marcel, t'es au top de la précision. Et faire une brêle avec un moteur Suzuki, des roues Suzuki, des commodos Suzuki, tu vas quand même pas au bout du concept. Et c'est un peu dégradé la marque. Ils se sont fait défoncer une deuxième fois, mais là violemment. Et d'ailleurs, ils l'ont mal pris sur la moto qui est là. Et pourtant, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est un moteur MV. Oui, d'accord, mais c'est un moteur MV, mais c'est pareil, ils sont contentés en fait de mettre très peu de finition et d'amélioration. Regarde le tableau de bord de Brutal, c'est grotesque, tu vois, ça va pas du tout avec le reste. Et en fait, ils se sont fait défoncer parce qu'on leur a dit, toi sur cette machine-là, par exemple, non les gars, franchement, vous êtes pas fait chier, vous avez juste pris un réservoir et c'est tout. Et c'est indigne. Et ça, sincèrement, ça les a un petit peu chagrinés. Et du coup, ils ont réagi de manière assez brillante en 2014. En 2014, il y a la moto qui est derrière moi. En fait, l'équipe Magni se dit, bon, on va faire un fil rouge entre le passé et le présent, c'est-à-dire on prend une mécanique et une technologie moderne, mais on l'habille dans un emballage qui va reprendre quasiment les cotes de la géométrie du châssis de la moto de course de l'époque. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de l'essayer. Quand tu roules dessus, tu as un moteur qui est moderne, mais déjà il fait 120 décibels, donc tu te crois en ancienne. Et surtout, tu es avec les jambes très repliées, les bras très allongés devant, tu as des roues de 18, tu as des freins puissants, mais c'est pas des freins radio, tu vois, c'est bien travaillé. Et en fait, tout de suite, dès que tu roules, tu as ce sentiment d'être sur une machine. T'as presque l'impression d'être sur une moto de course des années 70. Et c'était le but recherché, c'est la file Rosso, la file rouge. Donc ils présentent ça un soir avant le salon de Milan 2014. Ils la foutent sur leur site internet. Et dans la nuit, le site explose. Il y a plein de commandes. Personne ne sait combien elle coûte, combien elle fera de chevaux, quand est-ce qu'elle sortira. Et c'est pourtant un vrai succès. Et ça fait 5 ans, 6 ans que Magni peut vous faire, si vous le souhaitez, cette machine. Restez avec nous parce que j'ai la chance, j'ai le privilège, j'ai l'honneur d'être en présence de Giovanni Magni, qui est le fils d'Arturo. Ça fait 45 ans qu'Arturo a construit cette marque incroyable. On va parler en italien, on va parler en anglais, parce que mon italien n'est pas très bon. Giovanni, what does it mean? Are you especially proud to be a Magni, to be called Magni, because your father has written such a big part of the history of racing motorcycle, of the legend of motorcycle? Bonjour. I speak in English because for me French is too difficult. Yes, as you said, I have a big name because my father was over 30 years with MV Agusta Racing Department, Agostini, John Surtees, Mike Aylwood, in total 75 World Championship win with MV Agusta. So I have a big name on my head to take over, and I am very proud because I am very lucky to have a father like mine that works for so many years in motorcycle and wins so much with MV. When MV Agusta stopped the racing, my father decided to start our own job with motorcycles.
and we have tried to maintain the name of the style of the motorcycle produced in the time of MV Agusta, and to produce new models that remember what was done in the past. So, my new motorcycle represents a style that remember the 70s, the 60s, when there was all the world championships, same like Agostini, John Surtees, and Mike Hazelwood. And your last creation was the Filo Rosso, to make a connection between the past and the present of motorcycle. As I said, I had a chance to ride it. I was surprised to have such a feeling of being on a proper old motorcycle. A couple of weeks ago, I had a chance to ride a Yamaha TZ750, yes. And I said, this is the same feeling of being on a proper racing bike with an old style geometry, you know, yes. Leaning forward, not much space for the legs, very narrow. What was your intention? Allora, as I explained before, the intention was to produce a motorcycle that looks old, that remembers the older line of the motorcycle, remembers the MV Agusta racing of the era, but with a modern engine. And we have designed a new frame with new geometry and new weight disposition that permit to use the motorcycle quite the same like a modern bike. Sure, when you fit on this bike, you have to change a little your driving position, because the modern bike, the weight is more in front. On this model, you have to drive more long and the weight more on the back. But when you understand how is the driving, you can feel that you are driving a old-style motorcycle with the same handling of a modern bike. I confirm, because I had a chance to ride it. The power is 125 horsepower and the weight is 166 kilograms. Yeah. So it's very powerful and very rewarding to ride. What is the future of the brand? Do you have any plans to carry on making new bikes, having new stuff to feed your many fans? So now it is 45 years we are producing these bikes. I hope to be able to go on. 50, 70 and so on. I hope. But now today I am 63, yeah. So I am not old, because I feel inside young, very young. I hope to go on for a lot of more years. The idea is to continue to produce such kind of bikes that are remember the Italian style and remember also the style of the MV Agusta racing department. So you still have plans to carry on with the activity? I hope. Thank you, Giovanni. And as you said, you are never old when you are passionate about bikes. Thank you for this discussion and this interview. It was a privilege. Thank you so much. Thank you very much. Hope to see you soon, somewhere in France or other event. Or we have also a Mani owners meeting at 10 July in Samarate, in the north of Italy. If you like. It's good to know. Thank you very much. On se retrouve bientôt pour un autre apéro avec Motomag. Comme vous voyez autour de nous, c'est la foule, c'est le salon de Lyon. Soyez prudents, bisous sur le casque et à très bientôt pour un autre apéro avec Motomag.